Voilà, Christian. Donc, on commence, Christian. Donc, vous allez commencer par vous présenter et puis présenter le webinaire. Et donc, voilà, la séance est ouverte. Christian, là, on ne vous entend pas. Il faut activer le micro. Là, c'est Voilà, bon? parfait. Oui. Ok. Donc, c'est bon. C'est bon pour moi. D'accord, parfait. Donc, on y va. Donc, je me présente. Je suis Christian Oufoué, de nationalité ivoirienne, lauréat HEC Maroc. Donc, si j'avais à me présenter, qu'est-ce que je dirais? C'est toujours difficile de parler de soi parce que on n'a pas souvent envie de se lancer les éloges et souvent on n'a pas aussi envie de dégrader son nom. Donc, c'est souvent difficile de parler de soi, mais je vais essayer. Donc, Christian Mpoué a eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir pu intégrer HEC Maroc en 2016. Donc, en quittant la Côte d'Ivoire, je suis arrivé au Maroc avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'attentes que j'avais vis-à-vis de HEC, mais encore plus vis-à-vis de moi-même. Donc, une fois que j'ai intégré HEC, j'étais vraiment concentré sur les études. Et là-bas, j'ai constaté qu'il y avait cette organisation-là assez particulière, assez singulière qu'on appelle le B2E. Donc, j'ai tout de suite intégré le B2E afin d'organiser les dîners galas et les soirées de fin d'année. Et donc, cela m'a permis d'ouvrir assez mon esprit à ce qu'il y avait de beau en fait dans le partage culturel, mais encore plus dans à augmenter mon envie en fait de pouvoir être utile et tout servir la communauté. Donc, c'est comme cela que j'ai commencé pour la petite histoire au Maroc à m'intéresser aux choses associatives. J'ai ensuite intégré l'ACEVIM, l'association des étudiants ivoiriens du Maroc, où j'ai occupé le poste de chargé à la communication adjoint. Donc, ce n'est pas un si grand poste avec une si grande responsabilité, mais c'était quand même beaucoup pour moi parce que quand vous venez d'arriver dans un territoire que vous n'êtes pas assez connu, c'est difficile pour les autres de vous confier des responsabilités. Donc, en très peu de temps, j'ai dû me faire un nom et ce qui m'a valu l'intégration justement au sein de cette organisation-là, qui est la CEVIM et le bureau central encore plus. Et donc, c'est comme cela que je finis au niveau de la CEVIM et après un an, la présidente de la CEVIM remarque que j'ai quelque chose en plus que les autres. Donc, la présidente me recommande forcément de me présenter au niveau de la CESAM. Donc, la CESAM pour nous, c'est quoi? C'est la plus grande organisation des projets au Maroc, qui regroupe plus de 42 pays. Et donc, c'est sur cette recommandation-là de ma présidente que j'ai décidé en fait de me présenter au niveau de la CESAM. Malheureusement ou heureusement pour moi, la première fois que je me suis présenté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour la simple et bonne raison que, en fait, je n'avais pas tous les outils. C'est une autre organisation qui existe depuis les années 1980, 81, 82. Et du coup, c'est une vieille organisation qui fonctionne avec souvent de vieux principes et de vieilles méthodes. Et du coup, c'était plutôt difficile d'accepter qu'un jeune nouveau qui vient juste d'arriver au bout d'un an prenne la tête de cette organisation-là. Donc, ça n'a pas été facile de convaincre les présidents de communautés qui sont censés voter. Et du coup, la première année, j'ai échoué à l'étape des élections. Et à cette année-là, c'était Cristiano, un Gabonais, qui gagnait l'élection. Donc, je me souviens bien de ce jour, le jour de la défaite, la plus longue défaite. En fait, mon adversaire, ce jour-là, m'avait proposé d'intégrer le bureau comme adjoint. Mais pour des raisons de conditions personnelles, j'ai dû refuser.
Et puis, je me suis proposé d'observer de loin et de contribuer dans la mesure du possible euh, avec le niveau de rôle qui serait formé. Donc, c'est ce qui s'est fait. J'ai patienté pendant un an, mais un an de travail. J'ai participé à toutes les activités. J'ai élargi mon réseau. J'ai communiqué énormément avec les présidents des communautés qui étaient censés voter. Et je me suis fait connaître. Je me suis fait connaître par mon travail, par ma disponibilité, par les idées que je partageais avec chacun d'eux lorsqu'ils étaient en difficulté pour mobiliser des fonds. Et c'est comme cela que l'année qui a suivi, lorsque je me suis présenté à l'élection, ben, naturellement, j'ai été élu avec plus de 90% des voix des présidents de communauté. Donc, ça a été assez facile. Et j'ai entraîné avec moi dans cette aventure-là pratiquement tout HEC. Parce que la majorité des membres du bureau étaient des étudiants d'HEC. Donc, je pense à Moussa Kamara, à Ibrahim Konaté, qui m'avait suivi également dans cette aventure-là. Donc, c'est vraiment ces souvenirs-là que je garde de ma vie associative au niveau du Maroc. Et je pense qu'au-delà de tout cela, personnellement, j'ai eu à participer à des compétitions au nom d'HEC et à des compétitions personnelles également, où j'ai remporté le prix du meilleur projet entrepreneurial à Ouarzazate, au Maroc. Et donc, ce sont ces souvenirs-là qui m'animent. Je pense que dans la suite des discussions, je pourrais revenir peut-être sur peut-être le basique de pourquoi intégrer une association, ou comment intégrer une association, comment gérer une association, et le plus important, peut-être comment mobiliser des fonds, pour partager vraiment mon expérience avec vous, pour ne pas faire plus long. Madame, je peux continuer? Oui, oui, bien sûr, tu continues. Et bien sûr, donc moi, ce que je voulais dire aussi à l'assistance, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir par rapport à, parce que Christian vient de parler donc de l'importance des associations, donc vous pouvez intervenir. Voilà, c'est ouvert. Donc lui, il va continuer de parler de son expérience, mais nous aimerions partager et écouter vos expériences également. Voilà. Voilà, vas-y. D'accord. Oui. Donc, en fait, je continue. Donc, pour moi, le point suivant, c'est peut-être de fixer le contexte, de définir une association. Ça et là, c'est une association, c'est une organisation de 2 ou 3 personnes qui se réunissent et qui, la plupart du temps, se réunissent à but non lucratif, donc il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, c'est une définition qui est totalement fausse. Ah, je pense qu'il y a un problème de connexion, Christian. Oui. Christian? Christian, si tu veux bien réactiver ton micro, s'il te plaît, il y a un problème de connexion. Là, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Voilà, et aussi la caméra, tu vas nous donner le tourniquet. Voilà, si tu Je sais. Voilà. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Je pense que c'est toujours pas bon. Et là, ok. C'est bon. Voilà, parfait. Là, c'est bien. Ok. Oui. Donc, la définition de l'association, donc, au-delà de la définition qui dit qu'il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes réunies et qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. En fait, moi, je pense qu'il y a un intérêt dans les associations. Peut-être que l'intérêt peut ne pas être pécunier, financier, mais il y a quand même un intérêt. Donc, ça me permet de venir sur le point suivant, le pourquoi intégrer une association. Donc, je partage là mon expérience. Je me souviens que lorsque j'étais secrétaire général de la CESAM, on a participé à 16
à un forum organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, ce forum-là avait pour thème, si je me souviens bien, le dialogue des cultures et des religions. Donc, en tant qu'invité, j'avais été convié à prendre la parole devant le directeur de l'Université euro-méditerranéenne de Sèvres. Donc voilà, donc je prends la parole devant l'auditoire et toutes les grandes personnalités rassemblées, les représentants du roi et tout ça. Et donc, je fais un discours. Ce jour-là, en fait, je n'avais pas prévu le discours. Je ne l'avais pas prévu. Et juste à 5 ou 10 minutes avant l'événement, j'ai été prévenu. Écoute, Christian, tu vas faire un discours ici aujourd'hui et voilà, en fait, on a besoin que tu puisses prendre la parole au nom de la communauté des étudiants étrangers. Donc, à 5 minutes ou 10 minutes du démarrage, on me prévient que je vais prendre la parole au cours de l'événement. Donc, je n'ai pas eu le temps de préparer le discours. Et du coup, mon tour arrive. Donc, je suis stressé, je monte sur l'estrade et je prends la parole. Au moment où je prends la parole, c'est le silence dans la salle, les gens sont captivés, les gens suivent mon propos, j'essaie de ponctuer avec des pauses en regardant aussi l'assemblée. J'essaie d'être le plus magistral possible, mais aussi d'être le plus pointu possible sur le propos que je suis en train de tenir. Et au final, c'est beaucoup d'émotions dans la salle que j'ai pu susciter. Et quand je finis de faire le discours, je descends. Pour moi, j'ai fini l'événement, un coup de soulagement, je n'ai pas mangé depuis le matin, je sors de la salle directement. L'événement n'est pas terminé, mais je sors de la salle. Et je me retrouve au réfectoire de l'université, en train de chercher à grignoter quelque chose. Et peu de temps après, mes amis me suivent au réfectoire et me disent, mais Christian, viens, retourne dans la salle, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je retourne dans la salle et là, je vois le directeur de Euromed en train de s'exprimer et qui est en train de faire les éloges. Il dit que vraiment, ce jeune homme, il est vraiment talentueux, il est bien, il s'exprime très bien. Et donc, un poste au niveau de l'Université euro-méditerranéenne. Finalement, parti pour participer à l'activité, je me retrouve embauché sans avoir prévu, mais juste parce que j'étais membre d'une organisation et que cette organisation-là m'avait permis quand même d'avoir cette compétence-là pour pouvoir m'exprimer en public, cette facilité à pouvoir m'exprimer en public et finalement, j'ai eu la proposition du poste. Donc, pour moi, en fait, c'est quand même une explication assez probante ou un fait assez probant qui permet de dire qu'il y a des opportunités à saisir, en fait, dans la vie associative. En dehors des compétences qu'on peut avoir, la vie associative, en fait, peut permettre de rencontrer des personnes qui peuvent avoir un impact sur votre carrière professionnelle. Donc, ça, c'est un premier exemple personnel que j'ai vécu. Après, je suis sûr que vous vous demandez comment cela s'est terminé. Ben, à la fin de la conférence, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de faire une proposition salariale. Mais n'ayant pas terminé les études, j'étais encore en cette période-là en master 1 de banque finance. Donc, n'ayant pas terminé les études, je me voyais mal en train de déménager après pour travailler alors que j'avais mon master à terminer. Donc, j'ai dû décliner au final l'offre. Mais ça m'a permis en fait de voir qu'il y avait quand même une certaine compétence, une certaine aptitude à gérer. Donc, ça, c'est un premier exemple que je prends. Peut-être un deuxième exemple, c'est peut-être mon intégration dans le monde bancaire. Moi, je n'ai jamais postulé à Tijari. Pour être recruté à Tijari, je n'ai jamais postulé à Tijari. J'ai juste reçu comme cela un message sur Messenger. Bonjour Christian, on est intéressé par ce que vous faites, on voit que vous lisez beaucoup dans votre vie associative, donc on serait intéressé par des jeunes comme vous qui ont vraiment cette compétence-là à pouvoir s'exprimer facilement en public, mais aussi qui sont dynamiques. Et donc c'est comme cela qu'on a proposé des gens, j'ai proposé des amis et pas moi pour l'intégration
d'Attijari. Et au final, l'équipe de recrutement m'est revenue. Merci Christian, c'est vrai, on a reçu les CV et tout, mais en fait, on parle de vous, en fait. C'est de vous qu'on a besoin. Et c'est comme cela que j'ai finalement eu mon opportunité d'embauche à Attijari sans jamais avoir eu en fait la volonté, une certaine volonté d'intégrer, sans jamais avoir organisé ou orchestré cela. Donc, si j'explique tout ceci, ça veut dire que souvent on entend dans certains discours, dans certaines discussions, euh, certaines jeunes dire c'est bon, moi, la vie associative, en fait, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais moi, je préfère en fait me concentrer sur mes études et puis après, on verra. Après, on verra. Donc, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être pour deux raisons très simples. La première, parce que, au vu des expériences que je viens de raconter, la vie associative peut vous permettre, en fait, d'avoir des opportunités, mais vraiment des opportunités très concrètes. La deuxième chose pour laquelle il ne faut pas penser comme cela, c'est qu'on vit dans un monde interdépendant, dans un monde interconnecté, et vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, avoir la prétention de vous suffire vous seul. Donc, vous avez forcément besoin des autres pour pouvoir évoluer, et c'est un fait. Il faut apprendre à l'accepter. Et le meilleur moyen de pouvoir bénéficier de l'appui des autres, c'est de développer le relationnel. Et le relationnel, comment est-ce qu'on le développe? La meilleure façon de le développer, vraiment, c'est d'avoir une vie associative et de développer un réseau solide. Donc, à court terme, les associations vous permettent de pouvoir développer des compétences. À long terme, l'association vous permet de développer un réseau. Et c'est vraiment ça, la force, en fait, d'une association. Donc, sur ce point-là, si vous n'avez pas de questions, je continue en fait sur le point suivant du comment gérer une association. Peut-être que je vais m'arrêter après ce point-là pour avoir vos retours. Donc, sur le comment gérer une association, je vais partir encore avec peut-être une expérience personnelle de ma gestion de la Sésame. Lorsque je prenais l'organisation de la Sésame, dans la caisse, le jour de l'élection, il y avait 5 000 dirhams. Le jour de l'élection de mon bureau, il y avait 5 000 dirhams dans la caisse. Lorsque je quittais l'organisation de la Sésame, je laissais dans la caisse autour de 350 000 dirhams. Donc, comment est-ce que cela est possible? Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. C'est que souvent, les organisations, les associations sont très mal gérées parce que la plupart du temps, les gérants des associations se mettent dans la tête qu'on travaille à but non lucratif, que notre objectif n'est pas de rechercher l'argent et que notre objectif vraiment, c'est de faire un travail, d'aider les gens et tout ça. Bon, c'est quelque chose qui est tout à fait juste que je ne vais pas utiliser. Mais la vérité, c'est que si on fait un regard ou on prend une petite pause, on regarde les associations les plus puissantes dans le monde, en fait, ce sont des associations qui disposent de beaucoup de moyens financiers ou qui ont une influence assez importante qui leur permet en fait de générer énormément de moyens financiers pour avoir véritablement un impact. Et c'est vers cela qu'il faut aller, à mon avis, et c'est ce que j'ai mis en pratique moi dans mon expérience. Donc, la première chose, lorsque vous avez une association à gérer, ou un poste à gérer dans une association, la première chose à faire, c'est d'effectuer un diagnostic. Un diagnostic du vécu historique de l'association, de l'organisation, un diagnostic des partenaires historiques de l'organisation. Une fois que ce diagnostic-là est effectué, vous avez une base sur laquelle vous pouvez commencer à construire. Vous pouvez commencer à construire sur l'historique, vous pouvez commencer à construire sur les partenaires historiques de votre organisation. Donc, ce qu'on fait généralement, on rédige un fichier Excel. Ce que moi j'ai fait, c'est ça. On a rédigé un fichier Excel des différents partenaires que notre organisation avait eu depuis 1981. Et donc, on rédigeait ce fichier Excel avec le nom, les adresses mail, les contacts des personnes avec qui on avait interagi pour des activités.
Et cela nous a permis en fait d'avoir un certain recul. On a constaté qu'on avait perdu certains partenaires en cours de route et on a essayé de comprendre en fait le pourquoi de ces pertes-là. Après le diagnostic, on a fait un ciblage. Quelles étaient les relations qu'on pouvait récupérer à notre compte? Quelles étaient les relations qui étaient totalement perdues du fait de la grande déception du partenaire ou des objectifs du partenaire qui avaient changé? Donc, cela vous permet en fait de vous mettre à la place de vos partenaires, de comprendre en fait ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent et de leur donner surtout ce qu'ils recherchent. Donc, c'est cette démarche-là qu'on a adoptée. On a fini de faire cette petite étude, ce petit ciblage, ce petit renseignement-là sur les partenaires, comment est-ce que leur politique de financement ou d'accompagnement a évolué. Et par la suite, on a déterminé une shortlist des partenaires qu'on pouvait contacter. Donc, cela nous a permis d'éviter d'aller un peu partout et de perdre le temps, de perdre de l'énergie. On s'est concentré sur ce qui fonctionne ou ce qui pouvait fonctionner. C'est toujours plus facile d'aborder un partenaire qui a une certaine expérience, qui vous connaît, que de partir vers une nouvelle relation qu'on ne maîtrise pas forcément et qui ne vous maîtrise pas. Donc, c'était plutôt facile pour nous de procéder ainsi. Et on s'est concentré sur cette shortlist-là. On a défini les outils d'influence. Donc, on savait que les partenaires, par exemple, étatiques, étaient plus intéressés par des associations qui avaient une certaine influence médiatique qui paraissait très souvent dans les médias. Donc, on s'est arrangé à apparaître dans les médias importants qui leur semblaient en fait pertinents. Donc, pour le reste, on a essayé d'avoir une certaine politique de lobbying, mais en fait, grosso modo, c'est l'idée, essayer de se faire voir le plus possible, soit dans les médias, soit sur les réseaux sociaux, partager le plus possible les activités pour lesquelles on a des interventions. Et puis par la suite, on passe à l'action, on rédige un dossier de sponsoring. Donc, le dossier de sponsoring, en fait, c'est la dernière étape. Le dossier de sponsoring, c'est vraiment la dernière étape. Il faut toujours commencer par ce que je viens de citer là, l'étape, l'action à mener avant d'aboutir au dossier de sponsoring, c'est vraiment la dernière étape. Une fois que le dossier de sponsoring est rédigé sur la base des actions des partenaires, c'est sûr que vous avez moins de recours, moins de réticence par rapport au dossier que vous déposez. Et donc, c'est la stratégie de façon globale que nous avons utilisée et qui fonctionne et sur laquelle je suis en train d'écrire un livre, un deuxième livre, en fait, pour expliquer que on ne se lève pas comme ça le matin pour faire une solution solide, mais il faut avoir vraiment certaines prédispositions, préparer psychologiquement le partenaire avant la réception du dossier. Et cela permet en fait d'avoir des acceptations plus facilement. Donc, grosso modo, voici comment on a procédé, nous, pour pouvoir non seulement bien gérer l'organisation, mais aussi arriver à mobiliser des fonds. Et une fois qu'on arrive à avoir cette certaine puissance financière, là, c'est sûr qu'on arrive à être plus influent et à mener des actions qui ont un impact plus important. Donc, c'est la raison pour laquelle l'organisation, notre gestion de l'association a été beaucoup remarquée. Il faut dire que les années précédentes, à la fin de chaque mandat, chaque président ou secrétaire général doit présenter son bilan au cours d'une assemblée générale. L'assemblée générale est censée voter. Donc, l'assemblée générale peut voter un oui ou un non. Lorsque nous, on prenait la tête de l'organisation, 5 ans étaient passés sans qu'aucun bilan ne soit validé dans l'assemblée générale. Donc, c'était vraiment ça la grande crainte. On avait vraiment peur de ce que notre gestion soit critiquée. Donc, on faisait vraiment attention à tout ce qu'on faisait, vraiment pour être le plus pertinent possible et le plus efficace possible dans tout ce qu'on faisait. Donc, finalement, à la fin de l'année, lorsqu'on a présenté notre bilan, il a été validé à 100% par l'ensemble des présidents de communauté, donc par applaudissement dans l'Assemblée générale. Et c'est cela, en fait, l'une des fiertés qu'on a par rapport à notre passage au sein de l'organisation. On a brisé ce mythe-là des bilans qui n'étaient pas validés ou de la trésorerie qui était souvent négative à la fin des bilans. Et en plus, laisser plus de 300 000 dirhams dans la caisse, c'est quand même la fierté
on avait vraiment de notre gestion. Donc, grosso modo, voici comment je vois l'association. Je vois l'association comme une organisation où il n'y a peut-être pas d'intérêt financier, mais l'intérêt humain, relationnel est tellement important qu'on ne peut plus se permettre de dire qu'il n'y a plus d'intérêt. Il y a forcément un intérêt. L'intérêt que vous avez dans l'association, c'est à vous de le déterminer. Est-ce que vous recherchez plus de compétences dans un domaine donné? Est-ce que vous recherchez à élargir votre réseau pour vous faciliter une insertion professionnelle? Est-ce que vous recherchez tout simplement à contribuer à un bien-être de la communauté, à apporter un plus à votre communauté? Parce que nous vivons dans un monde interconnecté où on ne peut plus se permettre, en fait, de penser que vivre seul, se concentrer uniquement sur les études suffit pour réussir. C'est totalement faux. On a toujours besoin d'autres personnes et ces autres personnes, en fait, vous les rencontrez dans ce genre de domaine-là et vous tissez des liens plus solides, plus fraternels dans ces genres d'organisation-là qu'ailleurs, parce que vous avez partagé une même communauté, une même vision des objectifs communs et vous arrivez à apprendre à vous connaître. Et ce sont vraiment des relations assez solides quand ils dans les associations. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Je pense avoir assez résumé ou faire un peu le tour. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, voilà, merci beaucoup Christian. Alors oui, donc est-ce que vous avez des questions ou bien si vous voulez vous-même partager les expériences que vous avez eues durant vos études ou même pendant la vie professionnelle et donc montrer l'importance de la vie associative ou des activités parascolaires ou paraprofessionnelles. Je ne sais pas si on peut dire ça, paraprofessionnelles. Voilà. Et donc montrer que c'est important, qu'il n'y a pas que les études, par exemple. Bon, là, le thème, c'est les études. Il n'y a pas que les études, parce que demain, un recruteur, il va rarement regarder votre bulletin de notes, il va regarder votre CV plutôt et voir ce que vous avez fait à côté des études. N'est-ce pas, Monsieur Guelouge? Voilà. Oui, non, mais vous avez parfaitement raison, Madame Oufakir, mais je pense que Christian sera d'accord avec moi, la problématique, elle est beaucoup plus large que la simple participation et l'intégration dans des associations. L'idée, c'est qu'il faut bien comprendre que, pour reprendre les termes des anglo-saxons, c'est quand vous êtes étudiant parmi des milliers d'autres étudiants et bien souvent, la stratégie qui est gagnante, c'est celle auprès d'un réseau que vous constituez, auprès de chefs d'entreprise, d'être un peu ce que les anglo-saxons appellent le top of mind. Ça veut dire, dès qu'on pense à un truc, on pense à Christian et pas à quelqu'un d'autre. Et donc, les associations, c'est une voie pour ça, parce que vous accroissez votre visibilité, les gens commencent à vous connaître, et c'était le sens de l'intervention de Christian, en tout cas au début, c'est ce que j'ai compris de ce qu'il racontait. Donc, vous rencontrez des gens, et encore une fois, quand vous êtes étudiant, toutes les occasions de rencontre, il faut les saisir, y compris, moi j'ai eu un petit peu le même cursus, ou le même parcours que Christian, et je me souviens que j'avais été impressionné par le nombre d'offres d'emploi que j'ai reçues, Voilà. mes qualités personnelles, en envoyant… non, en fait, c'est dès le master, à l'époque on appelait ça maîtrise et DEA, eh bien, mes travaux de recherche, je les faisais sur base d'entretien. Donc, je faisais des entretiens avec des cabinets de conseil, avec des entreprises, etc. Et régulièrement, quand vous allez rencontrer, par exemple, j'ai beaucoup de souvenirs et beaucoup d'offres d'emploi dans les cabinets de conseil à l'époque, puisque je travaillais là-dessus. Et bien souvent, à la fin de l'entretien, vous aviez, je me rappelle, des cadres d'Arthur Andersen. Normalement, Arthur Andersen ne recrute que des gens qui sortent des grandes écoles. Moi, j'ai un profil universitaire. Et à chaque fois, même Arthur Andersen, j'avais rencontré le directeur général. À la fin de l'entretien, il me dit, mais Monsieur Galouge, ça ne vous intéresserait pas de travailler avec nous? Encore une fois, parce que l'entretien, je l'ai bien préparé. Donc, les questions que je pose, bah, évidemment, j'ai été aidé par mon directeur, etc. Et ces gens qui sont là, ils sont toujours en phase de recrutement. Et donc, la position de la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'était « Ah ben, ce petit jeune-là, il est pas mal quand même, il pose des bonnes questions. » Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas moi qui avais écrit les questions, c'était mon directeur. Mais ça ne change rien.
Ça me permet effectivement de discuter avec des gens auxquels je n'ai pas accès normalement, parce que si vous allez comme ça dans la rue, vous ne les voyez pas, si vous allez dans les trucs d'emploi, vous ne les voyez pas, mais là, vous avez des entrées. Donc, il ne faut absolument pas hésiter, dans le cadre de vos travaux, de Master 1, de Master 2, d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens, mais encore une fois, pas en ayant les mains dans la poche. Ça veut dire que les rencontres, vous les préparez pour montrer à votre interlocuteur que vous avez quelque chose à dire. Et votre interlocuteur, s'il voit que vous avez quelque chose à dire, eh ben, automatiquement, il vous envoie des signaux et il vous permet de vous insérer sur le marché du travail. Et les associations, pour moi, ça sert aussi à ça, évidemment. L'association, c'est aussi le bien public, c'est que vous aidez les gens, mais ça vous permet aussi d'être quelqu'un de visible, quelqu'un qui fait des choses pour la collectivité, etc. Et le retour sur investissement, il est exceptionnel. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kamel Gelouch. Donc, je rappelle que Monsieur Gelouch est professeur à la Sorbonne, à Paris. Et c'était notre directeur académique à l'école HEC pendant quelques années. Donc, merci beaucoup pour l'intervention, Monsieur Gelouch. Merci infiniment. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir, s'il vous plaît? C'est bon? Vous avez des questions? Madame Ofakel, si vous permettez. Oui, Salima, avec grand plaisir. Alors, Salima, est-ce que vous pouvez vous présenter avant? Parce que, voilà, allez-y. Si je vais me présenter, je vais me présenter comme étant une invitée à ce webinaire et j'ai vraiment le grand honneur d'être parmi vous et d'entendre la présentation de Monsieur Christian, pardon, qui était vraiment très intéressante. Et l'expérience était vraiment exceptionnelle et comment il a présenté le travail comment il a valorisé plutôt le travail avec les associations. Ça donne une motivation pour aller vers ce travail et pour aller contacter aussi les associations. C'est une nouvelle voie pour toute personne qui est toujours à la recherche de l'emploi, même que ce soit il est dans le milieu professionnel ou bien toujours en recherche. Moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'intervention de M. Gelouch lorsqu'il a présenté l'exemple des questions et que le recruteur a demandé s'il est disponible pour être avec eux, c'est que avec cet exercice, il a créé le besoin, un besoin qui n'existait pas, mais avec ce travail-là, donc il a pu créer ce besoin de telle sorte à présenter son profil indirectement à cette personne pour capter son attention. Et je pense que ça aussi, ça rejoint l'idée de Christian elle a parlé aussi de travail avec les associations et comment ça peut mettre en valeur la personne qui interviennent et qui travaille dans ce sens, même si en sachant très bien que les associations sont à but non lucratif, certes, mais en quelque sorte et indirectement, il y a derrière un bénéfice, un retour en investissement, comme a dit M. Gelouch, qui est très intéressant. Donc, c'est déjà ça mon intervention et je vous remercie infiniment pour cette occasion. Merci beaucoup, Salima. Merci infiniment. Merci à vous. Alors, quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Monsieur Chvi, vous êtes le bienvenu à ce webinaire. Ça me fait plaisir de vous avoir parmi les invités. Voilà, quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Christian, tu veux continuer, s'il te plaît? Mais, oui, si vous ne voyez pas d'inconvénient, il n'y a pas de souci. Hein. Pardon? Déjà qu'on me reproche beaucoup d'aimer trop parler. Donc, non, mais il n'y a pas de souci. En fait, ce que je vais peut-être dire pour compléter, et je pense que M. Kamal a assez bien dit, c'est qu'il y a vraiment un retour sur investissement important dans la vie associative qui ne faut pas négliger. Mais peut-être pour commencer, il faut se rapprocher des associations qui partagent en fait votre vision, qui agissent dans les secteurs, dans les domaines qui vous intéressent le plus. Ça va vous permettre peut-être de faire moins d'efforts, de fournir moins d'efforts, de sentir que vous fournissez moins d'efforts, et puis de pouvoir vraiment travailler à quelque chose qui vous passionne. Ça va vous permettre de vous donner encore plus. Pour ceux qui n'ont pas forcément une vie associative actuellement, il faut vous lancer en fait en commençant comme cela.
Et puis par la suite, naturellement, avec les compétences que vous allez arriver à développer, ben, vous serez apte en fait à rentrer dans n'importe quelle association et d'avoir une valeur ajoutée. Donc, penser en termes de valeur ajoutée aussi, c'est très important. Ne pas penser que vous allez seulement apprendre, récupérer, mais aussi penser à ce que vous allez donner comme valeur ajoutée, comme plus à l'organisation que vous intégrez. Et donc, je pense que c'est aussi bien valable dans les organisations à but non lucratif que dans les entreprises. Hein. Faut que vous pensez valeur ajoutée, sinon vous n'avez pas votre place là où vous êtes. Donc, peut-être que c'est ce que je voudrais ajouter en quelques mots. Et après, voilà, je pense qu'il y a le D2 aussi qui est un excellent moyen de s'exercer à la vie associative. Et avec ce que l'établissement prévoit de faire, les activités qui sont au programme cette année, je pense que les étudiants d'HEC de cette année ont encore plus de chances que nous autres. Mais je regrette, j'aurais voulu être quand même là pour voir tout ça, mais bon, écoutez, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc, profitez du B2 pendant que vous avez la chance d'avoir une organisation qui, voilà, qui a à sa disposition les ressources suffisantes. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est plus penser, travailler, négocier. Je pense que ce que j'ai beaucoup appris dans le V2 de HEC, c'est surtout ça, la négociation. Lorsqu'on organisait les dîners galas, c'était surtout ce volet-là. Moi, je m'occupais du volet comptable, du volet financier, et donc, moi, je veillais à ce que les dépenses, en fait, se fassent de façon optimale, le plus optimale possible. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, et donc, l'optimisation financière, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend dans le D2 de HEC. La négociation des prix, la négociation avec des partenaires, trouver des salles, faire un benchmark, et aussi en fait pour l'option, le meilleur rapport qualité-prix. C'est vraiment des choses qu'on a appris dans le D2 à HEC. Donc, si vous avez l'opportunité de l'intégrer, je pense que ce sont des choses que vous aurez forcément à apprendre là. Donc, autant en profiter. Oui, mais ce qui est bien, c'est vrai que tu étais toujours partant, en fait, Christian. Tu es très impliqué, tu es toujours partant. Et ça, c'est parce que tu aimes ça, en fait. Voilà. Voilà, très bien. D'autres interventions? Peut-être que si personne, j'ai une petite remarque, ça veut dire que par rapport à la dimension associative, en fait, il y a deux trajectoires qu'il faut bien distinguer au travers de l'insertion dans les associations. Il y a une trajectoire de l'association comme moyen et une trajectoire de l'association comme fin. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, l'association comme moyen, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. L'association, c'est-à-dire avoir une activité associative, c'est un moyen qui vous permet de faire carrière. Parce que quelle que soit l'entreprise vers laquelle vous allez vous diriger, quelle que soit même si vous voulez continuer vos études, etc., eh bien, la première chose qu'on vous pose, c'est, bon, est-ce qu'en dehors des études, vous faites quelque chose? Donc, il faut pouvoir effectivement dire, voilà, je me suis mis au service de la collectivité au travers de la participation à telle ou telle association, etc. etc. Mais l'association, ça peut être aussi une fin, et souvent on l'oublie. Ça veut dire que, et d'ailleurs, c'est de plus en plus le cas, ça veut dire se dire, ben moi, je fais une école de commerce, mais je veux, dans mon activité professionnelle, avoir une activité qui a du sens, une activité citoyenne. Et il faut bien comprendre que les associations offrent, elles aussi, des perspectives de carrière qui sont extraordinaires. Et aujourd'hui, de plus en plus, on constate, par exemple, dans le cas français, je connais un petit peu moins bien, malheureusement, le cas marocain, que de plus en plus, les diplômés des très grandes écoles de commerce, comme HEC, ESCP et SEC, abandonnent les grandes firmes vers lesquelles ils étaient destinés normalement, c'est-à-dire les grands cabinets d'audit, dans lesquels ils faisaient des carrières fulgurantes, pour tout simplement travailler dans les associations internationales, etc., avec des salaires inférieurs, mais des carrières autrement plus, symboliquement beaucoup plus riches, et qui leur permettent également de faire carrière. Ça veut dire être patron d'une très grande... C'est-à-dire, comme disait tout à l'heure Christian, une association, c'est des moyens financiers, c'est des investissements. Donc, en réalité, tout ce qu'on fait dans une grande entreprise multinationale, on peut le retrouver dans une association. Donc, il y a bien ces deux trajectoires, avec l'idée que
effectivement, il y a plus d'humains dans l'association que dans l'entreprise, même si, bon, ça peut se discuter parce que les entreprises de plus en plus s'orientent, elles aussi cherchent du sens, cherchent de la citoyenneté, etc. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Gelouge. Voilà, Christian. Donc, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Peut-être qu'on va, s'il n'y a plus d'intervention, s'il n'y a plus de questions, peut-être qu'on va finir. Hein, si tu permets, Christian. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Bon, pas grand-chose, hein. Juste avant de finir, c'est juste vous dire merci, en fait, pour tout ce que vous avez, enfin, vous m'avez apporté quand j'étais à HEC, et que vous continuez de m'apporter encore en m'invitant aujourd'hui pour partager ma modeste expérience. Il faut dire que chez nous, on a l'habitude de dire hein, que les meilleurs moments, ce sont les moments qu'on passe sur les bancs. Et donc, je le disais au début de mon propos, moi, j'ai eu quand même la chance d'intégrer HEC. Le premier réseau que j'ai formé, en fait, c'est un réseau d'étudiants d'HEC. Et ce réseau-là m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis vraiment fier d'être un produit d'HEC Maroc avant tout. Et en plus, d'avoir appris beaucoup de choses qui me servent encore aujourd'hui dans ma vie professionnelle et qui font qu'aujourd'hui, je fais en fait la différence dans tout ce que je touche parce que j'ai appris vraiment là-bas à travailler, à être vraiment professionnel. À travers je ne dis pas le temps de professionnalisation, vraiment, c'est quelque chose d'assez formidable. Qu'il y a HEC qu'on ne retrouve pas forcément partout. Donc, vraiment, merci beaucoup, 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 beaucoup pour ce que vous faites, pour cette élite que vous formez. Ainsi, vraiment, mes encouragements, je souhaite vraiment que la jeune élite qui commence à se former à HEC, les gens qui nous suivent aujourd'hui, puissent vraiment s'intéresser à la chose associative. Hein, c'est vraiment quelque chose d'important qui peut avoir un impact insoupçonné sur leur carrière, que ce soit sous la forme de moyens ou de finalités, comme le disait M. Kamal tout à l'heure. Et voilà, je vous souhaite plein de succès. Et moi, je reste toujours disponible. Si, en regardant cette vidéo ou cette conférence, vous avez des questions, moi, je reste vraiment disponible sur LinkedIn, par mail, pour pouvoir répondre à vos questions, vous accompagner. Peut-être pour des opportunités aussi pour travailler à Tijari. Souvent, je reçois des messages d'étudiants qui veulent faire des stages et intégrer le programme d'Hélène d'Atijari, que j'oriente aussi. Donc, peu importe, je reste vraiment disponible pour tout ça. Donc, merci encore et bon courage à vous. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup à tous les participants. Merci, Monsieur Kamel Gelouge. Donc, évidemment, vous encouragez tout le monde à avoir une vie associative. C'est très important. Et puis, bon vent à tous. Bon vent, Christian, et à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Gelouge. Merci à tous. Monsieur Chvei, j'espère vous voir très bientôt à l'école. Voilà. Salima, merci. Merci à tout le monde. Merci et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci et bonne soirée à tous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.